Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le combat de l'homme malien, j'allais dire africain, pour son épanouissement intégral véritable, ressemble au chemin tortueux du martyr à la recherche du mieux-être. La mauvaise gouvernance, le manque de respect de la hiérarchie, la corruption, les abus de pouvoir, la destruction des biens publics, la destruction de l'environnement, le vandalisme lors des manifestations publiques, la mendicité, le manque de solidarité au sein de la famille et de la communauté, le choix du chômage plutôt que le travail soi-disant peu rémunéré, le parasitisme, les injustices sont entre autres indicateurs de comportement souvent cités pour caractériser les sociétés africaines. Ils se rapportent à l'homme malien africain de nos jours, particulièrement aux sortants de nos systèmes éducatifs actuels. Ils traduisent une perte des valeurs de la tradition africaine sans pour autant intégrer les finalités du système éducatif à l'occidental dans ses aspects positifs. Qui sommes-nous? L'homme malien africain a-t-il toujours été ainsi? Pourquoi est-il tel qu'il est aujourd'hui? Est-il condamné à rester comme tel? Ou peut-il être autre? Que faire pour l'avènement d'un homme africain réellement et effectivement libéré dans son corps et dans son esprit? Voilà autant de questions que nous allons débattre dans ce débat avec comme invité, à ma gauche, M. Doumbi Fakoli, écrivain, président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion africaine 3RNA, Maya. Et à ma droite, M. Fodé Moussa Sidibé, enseignant, chercheur et écrivain. Je rappelle que M. Fodé est professeur à l'université. Ouais. D'accord, malienne. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Et bonsoir. Bonsoir. Un adage africain dit, je cite, « La ruine d'une nation commence dans les maisons de ses habitants ». La réalité des familles au Mali, en Afrique, confirme-t-elle cette affirmation quand on sait qu'aujourd'hui, dans bien des pays africains, les ressorts de la nation sont ramollis, sinon brisés. La fierté nationale ternie, le patriotisme gravement atteint, la confiance en l'avenir ébranlé et l'ambition nationale émoussée. Donc, je vais d'abord m'adresser à M. Doumbi Fakoli pour voir à travers tout ce qui vient d'être dit si effectivement la réalité des familles africaines correspond à ce que nous venons tantôt de citer. Oui, sans hésitation aucune, je dirais que c'est absolument la vérité. Vous savez, un peuple est un ensemble de comportements et d'attitudes homogènes qui a été dicté par la vision du monde que ce peuple a, laquelle vision du monde est inspirée par l'idée qu'il a de la divinité suprême, c'est-à-dire Dieu pour les sociétés patrilinéaires, la mère père primordiale pour les sociétés matrilinéaires, parce que pour nous, Dieu est d'abord féminin et ensuite masculin, puisqu'il est les deux à la fois. Mais c'est peut-être à l'occasion on entrera dans ce débat-là. Donc cet ensemble d'attitudes et de comportements doit être enseigné, doit être suivi dans chaque famille pour que la société tout entière puisse en bénéficier. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas anticiper, mais on sait que ce n'est pas le cas parce que nos enfants n'ont pas la formation nécessaire pour savoir quelles sont ces attitudes et comportements d'ensemble qu'il faut respecter partout où ils vont. Très bien. M. Fodé Moussa, oui. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, je dirais que le constat que vous venez de faire, ce que vous venez de poser déjà comme hypothèse, suffit pour qualifier véritablement ce que nos familles sont aujourd'hui. Et Karamogo Doumbé l'a bien dit, une famille, qu'on se le dise, qu'elle soit constituée du père, de la mère, des enfants et de tout ce qui tourne autour, est d'abord une cellule dans laquelle chaque élément a non seulement un rôle à jouer, mais également un comportement à avoir vis-à-vis des autres. Et chez nous aujourd'hui, dans nos familles aujourd'hui, il y a une sorte de déperdition de certaines valeurs au niveau des parents d'abord. Déjà, quand on oublie ou quand on ne sait pas, que veut dire un père? Un père, c'est quoi?
Une mère, c'est quoi? Un enfant, c'est quoi? Moi, je pense que le débat doit commencer là. Le père, nous ne pouvons pas le définir selon la langue de l'autre, parce que ça ne correspond pas à notre vision. Notre vision, c'est Fa, si on prend la langue bamana, bien sûr. Quand on dit Fa, je crois qu'on dit presque tout de ce que doit être un père, c'est-à-dire la plénitude, la satisfaction, c'est-à-dire celui qui rassasie, donc qui met dans les conditions idoines pour progresser dans la vie. Ça, c'est le père. Mais quand on dit la mère, on ne peut pas comprendre également sans avoir recours à notre langue et qui correspond vraiment à notre vision de ce que nous sommes, de l'univers, du monde, de la déité. Et en ce moment-là, on va dire Ba, en bamanankan, en langue bamana. Ba, ça veut dire déjà le fondement, le substratum, ce sur quoi tout est fondé. Donc, si on a cette perception, cette vision de la mère, on sait quel est le rôle de chacun. Et quand on dit enfant, c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui est sorti de cette rencontre entre plénitude et soubassement, et on voit ce qu'il doit être par rapport à ses parents-là. C'est-à-dire il est sorti d'eux, il est venu d'eux, donc il doit avoir un comportement qui corresponde à cela, à ce respect d'abord, à cette reconnaissance et à cette écoute qu'il doit à ses parents. Moi, je pense que le débat est à ce niveau. Mais quand on dit le père, bon, moi, je ne comprends pas trop. Peut-être en latin, on comprendrait mieux. Mais quand on dit en français le père, la mère, l'enfant, bon, c'est des valeurs qui nous n'avons pas de connotation réelle à mettre dedans. Très bien. Donc, M. Doumbi a écouté les affirmations de Fodé Moussa. Il ressort que dans l'acceptation traditionnelle africaine, dans la vision africaine des choses, quand bien même on sait qu'en Afrique, les sociétés sont multiculturelles, mais il y avait un fond qui était commun à toutes ces cultures africaines dans la perception de la vision qu'on avait de la famille. Alors, que peut-on retenir de cette vision-là, dans l'acceptation traditionnelle africaine de la famille? Le père, la mère, l'enfant. Et les rapports étaient régis de telle manière qu'on régulait les rapports au sein de la famille de manière à ce que l'on sente dans le comportement d'un enfant qu'il est issu de telle famille. Aujourd'hui, qu'en est-il? Donc, Karamoko Fodé Moussa l'a dit, il y a une forte déperdition de nos valeurs. Maintenant, nos valeurs ne reposent plus sur rien. Nos valeurs sont phagocytées par des valeurs étrangères dont je dirais directement qu'elles tuent pour survivre. Dans la tradition africaine, Karamo Fodé Moussa l'a dit, c'est la mère qui est à la base de tout. C'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. Quand l'enfant naît, c'est elle qui s'en occupe pendant ses premières années. Après elle, c'est la grande sœur de l'enfant qui s'occupe de l'enfant. Après la grande sœur de l'enfant, c'est une autre femme qui vient s'occuper de l'enfant. Mais est-ce que tous ces circuits-là, nos enfants le savent? Nos filles ne le savent pas. Elles grandissent sans le savoir, nos garçons ne le savent pas, ils grandissent sans le savoir, parce que sinon le respect qui serait dû à la femme, là on le constaterait. Or, la femme est méprisée aujourd'hui. Alors que c'est elle qui est à la base de tout, c'est elle qui donne les premiers fondements, qui donne même le courage à l'enfant de vivre. Là, on peut incriminer la femme, mais est-ce sa faute? Puisqu'elle-même, elle n'a pas subi la formation. Elle-même, elle n'a pas eu cet enseignement-là qui lui permet de savoir quel est le rôle qu'elle doit jouer et quels sont les enseignements qu'elle doit transmettre à ses propres enfants. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Elle a une part de responsabilité, mais elle n'est pas totalement responsable. Le père, c'est pareil, mais il n'a pas eu cet enseignement-là, donc il n'est rien, c'est une coquille vide qui prend tout ce qui vient à l'étranger et qui s'en sert. Donc naturellement, ces garçons ne peuvent pas avoir le comportement qu'ils devraient avoir dans la véritable vision de la tradition africaine. Le respect du père, le respect de la femme surtout, donc de la mère, parce que toute femme est mère. Même le respect des copines, entre guillemets, des amies filles de ses sœurs, doivent avoir le même respect qu'il donne à sa sœur et qu'il donne à sa propre mère. Ça, on ne l'a pas. Donc déjà, il y a une perte, effectivement, du respect.
vis-à-vis de la mère, vis-à-vis du père, et le père vis-à-vis de l'enfant. Dans la tradition africaine, un enfant qui naît, ce n'est pas quelqu'un qui tombe du ciel. Hein. C'est un ancien qui revient, c'est un ancêtre qui revient. D'ailleurs, par ailleurs, on cherche à savoir qui revenait pour mieux l'encadrer dans la vie, mais on ne fait plus tout cela. Un enfant arrive, on fait comme s'il vient de tomber du ciel, il n'a aucun passé, donc on ne lui donne pas l'enseignement qu'il faut. On ne lui fait pas comprendre son parcours d'avant, les circonstances de sa venue actuelle, pour que l'enfant comprenne qu'il a un rôle à jouer dans la société, qu'il doit avoir un même comportement, un comportement en tout cas qui soit compatible avec le comportement de l'ensemble de la famille. Donc, si les parents sont responsables, on ne peut pas les incriminer à 100%. Surtout qu'ils ne savent toujours pas qu'ils sont dans l'erreur. S'ils savaient qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils ne voulaient pas changer, on pourrait dire effectivement qu'ils sont à 100% responsables. Mais leur responsabilité est partagée avec celle de la société entière qui n'a pas joué le rôle. Par exemple, je ne vais pas anticiper, mais l'éducation. Bon, parce que je sais qu'on va en parler certainement entre l'école, etc. Donc je laisse la parole et quand on arrivera à ce chapitre-là, je dirai ce qu'il y a à dire. Très bien. Donc c'est dire à la lumière de tout ce qui vient d'être dit par M. Doumbie qu'il y a eu une distorsion dans non seulement l'évolution des familles, mais dans la conception du contenu que l'on devait donner à la famille pour que la société puisse continuer à évoluer de façon harmonieuse par rapport non seulement à sa forme, mais également à son contenu. Alors, au regard de tout cela, comment peut-on et à quel moment déterminer cette distorsion qui est arrivée et qui explique qu'aujourd'hui, la conception traditionnelle qu'on avait de la famille dans la société africaine n'est plus celle qu'on a aujourd'hui? Est-ce que ça peut être daté? Bon, je pense, je vais me jeter à l'eau, je pense que ça peut être daté. À partir du moment où nous avons nous-mêmes accepté de laisser tomber, de mettre à côté d'abord nos croyances. Nous avons presque choisi. Bon, ça nous a été imposé, mais il a été toujours possible pour nous de dire non, on ne l'a pas fait. Parce que tout est fondé sur cela, c'est-à-dire notre spiritualité première qui est à la base de tout ce qui existe dans notre société. On l'a abandonné. Ensuite, il y a des restes, c'est vrai. Et à partir de ces restes-là, d'autres langues sont venues nous dire ce que nous sommes et ce que nous avons. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons dit ce que nous avons. C'est les autres qui ont dit que nous avons ça, et ça veut dire ça. Nous avons telle autre chose, ça veut dire ça. Et notre dire propre a presque été noyé, donc ça n'existe plus. Et parlant de ces langues-là, bon, il faut peut-être dire ce que l'école nouvelle nous a apporté, cette nouvelle langue qui nous a complètement déconnectés de nos réalités à travers toute langue est une philosophie, toute langue est une vision du monde, toute langue est la traduction de sa réalité dans laquelle elle est née. Et nous, nos langues qui sont nées dans nos réalités, qui traduisent nos réalités et qui nous traduisent, ces langues-là, nous avons commencé à les méconnaître et dans certaines mesures même à les mépriser. Ce qui fait que le recours à nos propres valeurs devient problématique à partir du moment où nous ne savons plus dire les choses telles que nous devons les dire pour mieux les comprendre. Et Cramo Domé l'a dit, les jeunes, ceux qui sont en âge de fonder des foyers, on fait le mariage, on les met ensemble et on les déporte de la grande famille qui peut être le grand noyau où ils peuvent s'intégrer, on les déporte, on va les mettre ailleurs, dans un autre quartier, dans un autre... Et on leur dit, bon, voilà, vous êtes là, ça c'est votre foyer à vous. Et c'est comme leur dire, débrouillez-vous à vous en sortir. Et comment ils pourront se débrouiller? Ils pensent tout de suite que, bon, il suffit d'avoir de l'argent, il suffit de payer la popote et tout ça, pour que le foyer puisse exister. Mais non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup plus de choses en amont que les nouveaux mariés auraient dû apprendre et qui leur auraient permis de savoir entre eux-mêmes quelle est la valeur de mon mari. Mon mari, c'est qui? C'est quoi pour moi? Et la femme, de savoir, ou du moins l'homme, le garçon, de savoir, mon épouse, c'est qui pour moi?
quelle est la relation normale que je dois entretenir avec cette femme-là, qui est d'abord ma mère. Si on veut parler autrement, on dirait que en cette femme, le garçon a sa mère, a sa sœur et a sa fille. Ces 3 éléments se retrouvent dans l'épouse. Avec épouse, ça fera 4 éléments. Et ça, c'était la conception traditionnelle africaine. La conception traditionnelle africaine. Ce n'est plus le cas, c'est aujourd'hui. Ouais. Non, ce n'est plus le cas. Beaucoup de choses ont changé. Vous avez posé la question de savoir si on peut dater le début du changement. On peut le dater. Il suffit seulement de se rappeler qu'aussi longtemps que l'Afrique a été elle-même, il n'y a jamais eu de prison en Afrique. Il n'y a pas eu de prison. Il n'y a pas eu de prison. Il n'y avait pas de prison en Afrique. Non, parce qu'on n'emprisonne pas Dieu, l'être humain et Dieu. En plus, c'est parce que la société était tellement bien organisée, tellement bien éduquée que personne n'allait prendre le bien d'un autre. C'est pourquoi la prison n'existait pas en Afrique. La dictature n'existait pas parce que le responsable suprême, le Fama, comme on veut, il ne faisait pas n'importe quoi. Il s'était entouré de gens dignes comme lui, de gens qui aimaient leur peuple, qui sont prêts à aller au sacrifice suprême. C'est pour ces raisons que même dans la cour royale, il y avait les représentants des captifs, pas des esclaves, des captifs. L'esclavage n'existait pas chez nous. Donc le roi ne faisait pas n'importe quoi. Il reflétait l'éducation que lui a reçue. Comme les autres de sa cour représentaient également l'éducation qu'ils avaient reçue. Donc c'était une bonne éducation. Il n'y avait pas cet art-là en Afrique. Depuis quand ça a changé? Ben, depuis le contact avec les autres, avec les civilisations étrangères, avec les autres visions du monde étrangères, qui sont des visions du monde, on est obligé de le dire, prédatrices, des visions qui tuent pour survivre, parce que si elles ne tuent pas, elles ne pourront pas survivre. Alors que ce n'était pas le cas en Afrique. Voilà, alors qu'ils doivent donc imposer leur point de vue. D'ailleurs, si ça a été facilité, c'est parce que les Africains sont profondément humanistes. C'est leur grand défaut. Les Africains sont profondément humanistes. Ils ne peuvent pas faire de mal. Et jusqu'à présent, nous l'avons intégré en nous. C'est pourquoi l'Africain, d'une manière générale, n'est pas violent, sauf si il adopte une civilisation autre que la sienne, une civilisation guerrière. Donc, les Arabes, ça a commencé avec la région musulmane, au XIe siècle. Certains même disent même avant. Ensuite, avec les chrétiens, au XIVe siècle. Et les chrétiens, eux, ont commencé par seulement l'esclavage avant d'imposer le christianisme. Donc, c'est depuis le contact avec les civilisations étrangères que l'Afrique a complètement basculé. Donc, les valeurs étrangères ont été substituées aux siennes. Et comme elle n'a pas fait l'effort maintenant, peut-être avant elle ne savait pas, maintenant qu'elle sait, elle ne veut pas faire l'effort de savoir pourquoi ces valeurs sont là. Est-ce qu'elles sont meilleures que les valeurs de ses ancêtres? Elle est même persuadée que ses ancêtres n'avaient pas de valeur. Et c'est ça le grand drame. Malheureusement aujourd'hui, oui. Donc, le problème, on peut le dater. Hein. Depuis le temps où l'Afrique a commencé à basculer, on peut le dater. Mais ce qu'il faut dire, c'est que du XIe siècle à maintenant, le temps est minime par rapport au millénaire que l'Afrique a vécu en étant elle-même et en son comportement comme elle devait faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement revenir en arrière. Pas pour s'y camper, mais pour aller de l'avant. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu retournes à ton point de départ et maintenant tu prends une nouvelle route. Très bien. Donc tout ceci nous ramène à croire ou à penser sur la base de toutes ces affirmations que c'est l'éducation qui est à la base, l'éducation imposée aux populations africaines qui est à la base de la distorsion qui explique qu'aujourd'hui, les valeurs qui ont fait la force des sociétés à l'époque purement africaine ne sont plus aujourd'hui considérées comme telles et avec tout ce que l'on voit comme conséquence dans le comportement des individus, d'abord au sein de la famille, ensuite dans la communauté. Alors, cela sûrement a eu un impact sur les relations parentales, les relations entre les individus au sein de la famille, de la communauté et même, je dirais, du pays. Ouais. Alors, comment peut-on aujourd'hui qualifier les relations parentales qui prévalent aujourd'hui par rapport à celles qui ont existé avant que l'Afrique ne connaisse l'influence de forces étrangères, de civilisations extérieures qui sont venues leur imposer leur vue, leur vision. Alors comment peut-on qualifier à l'époque cette tradition africaine, ces relations parentales par rapport à celles que nous vivons aujourd'hui? Sont-elles les mêmes? Ont-elles connu un changement profond qui explique peut-être qu'aujourd'hui que nous subissions tous ces travers que nous connaissons? Alors, oui. Bon, moi je dirais que vous-même vous avez employé le terme, c'est-à-dire qu'il y a eu une distorsion et il y a jusqu'à présent une distorsion de nos valeurs, de nos visions, de nos perceptions de nous-mêmes. C'est-à-dire que on ne se voit plus
comme on devrait se voir normalement. On se voit autrement. Je prends des exemples très simples. Quand on dit mon père, Mfa, le frère de mon père, Mfa Dokoni, oye Mfa Chininde, Mfa Koroke, oye Mfa Korobade. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Mfa Chini, Mfa Dokoni, c'est tonton. Oui, malheureusement. Oui. Mfa Koroke, c'est tonton. Pire encore, Neba Dogoni, c'est tonton. Tanti. Ou tanti, quand c'est une fille. Nimsoro. À Koromso, c'est tanti, toujours. À Koroke, c'est tonton ou tanti. Mais quelle est la valeur civilisationnelle de tonton et de tanti? Ou la valeur culturelle? Alors qu'il aurait suffi que l'enfant comprenne dès son bas âge que le frère de mon père, les frères de mon père, ne sont autre chose que des substituts à mon père. Si le père n'est pas là, si le père n'est pas là, c'est eux mon père. Et même le père présent, c'est eux mon père. Le grand frère du père ou le petit frère du père. Voilà. Le géniteur dans notre société n'est pas celui qui s'occupe de sa progéniture. Non. Parce qu'il y a une relation presque divine entre la personne et l'enfant qui est son enfant. Et cette relation empêche normalement de faire certaines choses à son propre enfant, de dire certaines choses à son propre enfant, de parler d'une certaine manière à son propre enfant. Et cette chose qui est le fait de lui donner la vie, n'existant pas entre l'enfant et le jeune frère du père, celui-là est mieux apte et plus disposé à faire certaines choses, à faire certaines choses à l'enfant que son géniteur. Que son géniteur. Donc c'est pourquoi le père reste le père, les frères du père sont des pères aussi. Et de la même manière, les sœurs du père ne sont pas des tontons et des tantis. Tantis, ça ne veut rien dire chez nous. Ce sont nos tantes. Tenemoussou, tene. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est chez eux que tu reçois presque tout. Quand tu es chez ta tante, bon, tu es plus à l'aise qu'ailleurs. Que même chez ton père. Que chez ton père. Alors que quand tu es chez le jeune frère de ton père, bon, il y a toujours ce poids éducationnel, ce respect que l'on doit au père, au fa, qui est toujours là. De l'autre côté, s'agissant de la mère, le frère aîné ou cadet de la mère sont ce qu'on appelle les oncles benké. En ce moment-là, l'enfant n'est à l'aise réellement qu'avec ces oncles-là, ces benké-là. Parce qu'il y a une relation normalement qui doit exister entre les frères et leurs sœurs, comme on l'a dit, qu'ils considèrent comme leur mère, et cet enfant issu de leur sœur n'est pas un enfant comme ça, c'est comme leur propre frère. Et la femme, petite sœur ou grande sœur, est le substitut de la mère. Pour tous les enfants, c'est la mère. Donc quand tu vas chez toi, ta petite sœur reste toujours le fondement de la société. Donc reste toujours le bas. Celui qu'elle va mettre au monde est plus aimé par les frères. C'est pourquoi ils sont plus aimés par les frères de la femme. Et il y a une relation d'amour particulier qui ne s'explique pas entre les frères de la femme et les enfants de la sœur. Et de la même manière, les oncles, c'est-à-dire les frères de la femme, pour l'enfant, il n'est à l'aise qu'avec ceux-là. Parce qu'eux, ils ne vont pas le frapper. Parce que ce n'est pas à eux de l'éduquer. Ils n'ont pas à l'insulter, ils n'ont pas à le brimer. Ils ont simplement à lui faire plaisir, à le dorloter, à être très attentionné à ses désirs
quand il vient, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'on lui donne. Parce que c'est l'enfant de ma sœur. Donc, il y a, quand on enlève ces appellations, Téné, Bengue, et on tombe dans tanti, tonton, les repères sont perdus. Complètement perdus. Les enfants ne se retrouvent pas. Le frère de la mère arrive, tonton. Le frère du père arrive, tonton. Quelle est la différence entre les deux? L'enfant ne fait plus de différence. Pour lui, c'est la même chose, c'est les mêmes tontons. Alors que le tonton qu'il dit jeune frère de son père est capable de le prendre en faute et de le punir copieusement. Parce que c'est son enfant. C'est lui qui doit l'éduquer. Alors, de l'autre côté, le frère de la mère, il va venir faire des bêtises, lui va le prendre, non, ne répète pas plus ça. Bon, c'est son complice en réalité. Oui. Très bien. Donc cela veut dire que il y a une dimension spirituelle dans chaque relation dans la société africaine. En ce sens que chaque appellation de lien parental avait un contenu qui permettait de réguler les rapports entre les différents membres de la famille, au point que la société évolue de façon harmonieuse. Donc c'est cette dimension spirituelle qui a le plus prévalu. Alors qu'aujourd'hui, quand on va dans la famille, c'est plutôt la dimension matérielle. L'enfant qui a le plus de moins est le plus considéré par rapport, même s'il est le cadet, s'il a plus de moins, il a plus de considération dans la famille que l'aîné, peut-être qui n'a pas autant de moins que lui. Donc, c'est dire que c'est cette dimension spirituelle aujourd'hui qui a progressivement disparu et qui explique peut-être toutes les distorsions qu'on a aujourd'hui au sein des familles. Oui, mais c'est absolument vrai. Pour rebondir sur ce que Karamoko Fodé vient de dire, sur le rôle des Bengue et des Ténémousso, en Wolof, c'est un peu plus précis, un peu plus clair. En Wolof, les frères du père, c'est papa. Sont des pères, hein, carrément. Les sœurs du père, on les appelle Badjen. Badjen. Voilà. Du côté de la mère, c'est, on dit souvent d'ailleurs, petite mère, quoi. Petite sœur de la mère. Et dans la tradition africaine, les garçons ne le savent pas, les jeunes filles ne le savent pas, mais peut-être qu'ils vont saisir l'occasion et en profiter. Dans la tradition africaine, il y a des pères excessifs, autoritaires. Il y a des mères excessives, autoritaires. Ce sont donc les oncles, hein, les oncles et les Ténémousso sont celles-là qui règlent le problème. Quand l'enfant va se confier à eux, ceux-là servent de contrepoids, de contre-pouvoir. Même peuvent empêcher les mariages forcés. Même peuvent les empêcher. Même peuvent, par complicité, s'arranger avec la jeune fille ou avec le garçon pour les mettre en contact avec celui ou celle qu'elle aime. Mais ça, on ne le sait pas parce qu'on a perdu nos rapports, on a perdu nos valeurs. Et c'est ça les vraies valeurs. Tout le monde, on est intrinsèquement liés. Y compris une famille d'à côté avec la famille voisine, c'est pareil. On est liés, les liens qui nous lient, mais remontent à très loin parce que c'est dans la dimension spirituelle qu'on retrouve tout ça. Mais on ne peut pas entrer dans les détails sans toucher les autres religions. Oh, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ça ne nous intéresse pas. Mais c'est dans la dimension spirituelle qu'il faut chercher la solution, qu'il faut chercher les vraies raisons et la solution. C'est pourquoi, au départ, j'ai dit qu'un peuple, c'est un ensemble de comportements et d'attitudes homogènes. Et cet ensemble est inspiré par la vision du monde. Et cette vision du monde est inspirée par l'idée qu'on a de Dieu. Donc, tant qu'on ne part pas de là, on ne peut pas expliquer les problèmes que nous avons et on ne peut pas en sortir. Très bien. Donc, au regard de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir peut-être que dans la façon dont la société traditionnelle africaine était hiérarchisée, chaque appellation avait un contenu sous-tendu par une dimension spirituelle qui faisait jouer à chaque relation un rôle dans le sens de la régulation des rapports entre les différents membres de la famille. Exactement. Quand on disait Bengue, le Bengue, on savait tout de suite ce que c'était. Sur le plan des relations physiques, mais il y avait aussi un contenu qui lui faisait jouer un rôle dans le processus de régulation des rapports entre les différents membres de la famille. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. L'appellation même induit des devoirs, un comportement précis et même des droits. Un jeune
qui met du temps, qui a 18 ans, 20 ans, 25 ans, et qui n'arrive pas à se trouver une femme. Le problème ne se posait pas autrefois. Ça ne se pose même pas. Parce que déjà, on sait que dans le village d'où vient sa femme, ou d'où vient sa mère, ou la famille d'où vient sa mère, c'est de là qu'il doit avoir sa première épouse. Ou son épouse, si c'est une seule qu'il décide de prendre. C'est là, ce sont ses oncles, les frères de sa mère, qui ont obligation de lui trouver une femme. Pas ses petits-pères ou ses grands-pères, c'est-à-dire les cadets et les aînés de son père. Non, ce ne sont pas eux. Ce sont les frères, les petits frères et les grands frères de sa mère qui doivent lui trouver une femme. Donc, le problème ne se pose pas. C'est arrêté, c'est connu, sa première femme viendra de là. C'est eux qui lui feront une proposition. Ah, ils viendront voir leur beau-frère, c'est-à-dire le père de l'enfant. Bon, nous pensons que ton garçon là, il a l'âge de prendre une femme, de se marier. Nous lui avons trouvé une femme. C'est tout. Parce que nous avons tout changé, tout chamboulé avec les distorsions. On pense que le mariage aujourd'hui est devenu quoi? C'est devenu un commerce, c'est devenu tout ce qu'on veut, parce qu'il a été vidé de son contenu. Vidé de son contenu, on parle de mariage d'amour, de mariage de ceci, de mariage de cela. Dans la société traditionnelle, le mariage, fondamentalement, c'est pour la procréation. On essaie de voir la femme qu'il va épouser, est-ce qu'elle est capable de faire des enfants? Si oui, il n'y a pas d'autre interdit grave à cela. Procréer, faire renouveler la race, continuer, rentrer dans le cercle de la procréation, entrer dans le cercle divin, qui est notre, je dirais, notre mission sur Terre. Mais aujourd'hui, le mariage est devenu tout autre chose. On l'a vidé de son contenu. On dit, il faut aimer, il faut ceci, il faut cela. Alors que, bon, ce n'est pas cela le fondement. Notre société a beaucoup perdu par rapport à ces valeurs-là. Bon, les autorités ont été dissoutes, complètement dissoutes au sein de la famille, ne serait-ce qu'avec la vision déjà qu'on a du mariage. Personne ne maîtrise presque rien. Donc, est-ce à dire, au regard de ces affirmations, qu'aujourd'hui, l'échec du mariage, tel qu'on le constate dans la plupart de nos sociétés africaines, bon, nous pouvons parler beaucoup plus du cas précis de notre pays, au Mali, où on voit que, bon, sur combien de mariages, je n'ai pas les données statistiques, mais le divorce prend nettement de l'ascendance par rapport aux mariages qui se maintiennent, qui se consolident. Est-ce à dire, M. Doumbi, que c'est peut-être parce que nous avons surdimensionné la dimension matérielle par rapport à la dimension spirituelle dans les relations entre les hommes dans nos sociétés africaines aujourd'hui, que tous ces travers-là sont constatés, dont par exemple l'échec des mariages? Oui, mais il y a des mariages qui tiennent malgré les conditions modestes des participants. Il y a des mariages qui tiennent. Ce sont des mariages dans lesquels certainement la femme est l'homme ou la femme est l'homme, les deux à la fois, ou l'un ou l'autre ont retenu de bonnes leçons qu'ils ont acquises chez eux dans leur famille. Les leçons qui leur ont permis de savoir que ce n'est pas le matériel qui compte, que dans le mariage il y a autre chose. Il y a bien sûr la nécessité de procréer, pas seulement pour aller au champ, pas seulement pour préparer à manger, pas seulement pour ça, mais la dimension spirituelle pour permettre à des ancêtres de revenir. Ça, on ne le sait pas. Les ancêtres tous attendent de revenir. Dans le cas de l'Afrique, c'est la réincarnation. On ne meurt pas et puis on disparaît. On meurt, on revient, on meurt, on revient. Donc chaque ancêtre revient, cherche à revenir. Le mariage, c'est aussi ça la fonction. Donc si le couple a été formé dans ce sens-là, savoir que sa responsabilité a été de recevoir un ancêtre, je pense qu'il se comportera mieux que de penser tout de suite au divorce. Mais comment peut-il savoir cela, que c'est ça que... je ne sais pas comment il faut le dire, peut-être la nature ou quoi, attendent de lui, qu'il travaille dans le sens
de réincarner ou de faire réincarner un ancêtre? Parce qu'elle n'a pas eu l'enseignement, Voilà. parce qu'on ne l'a pas formée. Ah. C'est toujours la déperdition des valeurs. C'est ça. Parce qu'elle avait eu la formation nécessaire, et lui aussi son mari, mais ils auraient vite compris cela. Ils s'empresseraient même de savoir qui revient, quel ancêtre revient. C'est ça. Sa famille ou ma famille, et qui? Homme ou femme? Qui? C'était un homme, est-ce que il est revenu dans le corps d'une femme, ou c'était une femme, il est revenu dans le corps d'un homme? Là, il le saurait. Et là... Cela, dans la société traditionnelle africaine, cela se transmettait? Mais bien sûr. Comment? Mais parce qu'il y a des initiés qui sont capables, et jusqu'à présent, je sais dans les villages, il y a des initiés qui sont capables de savoir qui revient. Avant même la naissance de l'enfant, qui revient, et on l'encadre. Si c'est une femme qui revient dans le corps d'un homme, après une incarnation récente, elle peut avoir le comportement d'un garçon. C'est un garçon, un homme qui revient dans le corps d'une femme, après une réincarnation très récente, peut avoir des comportements féminins. Alors et là, homme. oui, alors, non, mais là on corrige. C'est pourquoi oui. l'homosexualité n'existait pas chez nous. Malgré ce qu'il raconte, des bêtises. Ça n'a pas existé chez nous. Parce que tout de suite, on savait qui revenait, quel corps il a pris, quel corps il avait, et on corrige. On lui fait savoir que sa condition d'aujourd'hui, c'est dans le corps d'un homme, ou dans le corps d'une femme, etc. Et là, il était réglé. Et on a oublié la dimension de la circoncision et de l'excision. Sans entrer dans les détails, chaque rituel était de mettre chacun en accord avec son sexe dominant. L'homme a une partie de la femme, hein. C'est le prépuce. La femme a une partie de l'homme, c'est le clitoris. Mais on ne le coupait pas, contrairement à ce que les bruits qui coulent, qui circulent là. C'est faux. Donc dans la société traditionnelle, il n'y avait pas d'excision? Non, non. Il y avait une entaille au clitoris. On ne coupe pas le clitoris. Oui, une entaille seulement pour que symboliquement le sang sorte et qu'elle soit en conformité avec son sexe dominant. C'est une entaille qu'on faisait. L'homme, par contre, on le circoncisait. Et durant la période de réclusion, les anciens en profitaient pour leur donner l'enseignement qu'il fallait. Comment il fallait garder son couple. Parce que c'est ça qui ouvrait la porte au mariage. Sinon, le mariage n'était pas fait. Donc là, on les préparait aussi à la façon de gérer son couple par rapport à son mari, ses enfants, aussi par rapport aux voisins. Ce sont ces valeurs-là qu'on a perdues. Et là, j'anticipe un peu, parce que c'est là où les gens font une confusion entre l'école et l'enseignement et l'instruction. Je laisse Karamo Moussa qui est enseignant répondre à cette question. Rebondir sur ce que Karamo a dit tout à l'heure par rapport aux enfants qui reviennent. On le voit souvent dans les familles, quand le premier enfant porte le prénom du père, du chef de famille, cet enfant-là, il est traité différemment. Parce que Fatomado. Pourquoi? Ou bien Batomado. Bon, on les traite avec plus de respect, de considération que les autres enfants. Que les autres enfants. Oui. Bon, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on prend conscience du fait que ce sont nos ancêtres qui doivent revenir et que chacun ne porte que le prénom qu'il amène avec lui, ça ne se crée pas. On vient avec son propre prénom. Chaque enfant vient avec son prénom. Donc il avait ça avant de naître. Avant de naître. Et dès qu'il l'a, bon, le respect qu'on doit à l'enfant, la considération qu'on doit à l'enfant dépend de la façon dont on reçoit l'enfant, dont on l'attendait. Si j'attends un enfant, je dis que bon, cet enfant-là, c'est mon grand-père qui va être réincarné, qui va revenir. On y pense avant la naissance. Avant la naissance. Quand cet enfant-là sera là et que je lui donne le prénom de mon grand-père, c'est sûr que je ne vais pas le maltraiter. Comment on va maltraiter? Bon, c'est pourquoi les maltraitances des enfants, les enfants dans la rue, les enfants abandonnés et tout ça. C'est des phénomènes étrangers à notre civilisation, à notre tradition. Parce qu'un enfant, c'est un cadeau de Dieu, c'est un retour de nous-mêmes, c'est une continuation de ce que nous sommes. Et donc, on doit les traiter avec beaucoup d'égards, on doit les former comme nos ancêtres ont été formés. Nous devons être à même de leur donner les valeurs nécessaires à leur épanouissement. Donc un enfant maltraité, ça n'existait pas. Mais chacun avait un devoir, avait une place. Donc cela, tu l'assumais obligatoirement. Bon, si ça doit te coûter beaucoup de marches par jour, tu vas le faire. Parce que c'est ça ton rôle dans la société.
Et c'est ce que tu dois faire normalement. Très bien. Donc tout cela, quelque part, quand on suit toutes ces explications, tout ce que vous venez de dire là, ça amène un petit peu à penser à un monde invisible qui transmet des choses dans le monde visible et des relations, je ne sais pas trop comment le dire là, mais des relations qui font que c'est ce qui constitue la base de l'homogénéité et de l'harmonie de la société. Il faudrait que l'on comprenne les choses dans ce sens. Tout à fait. Le monde invisible et le monde visible sont imbriqués l'un dans l'autre. On ne peut poser aucun acte concret, durable, significatif dans ce monde physique sans le concours du monde invisible. Mais tous les peuples le savent, hein. Tous les peuples honorent leurs ancêtres. Nous sommes les seuls peuples qui n'honorent pas nos ancêtres. Nous sommes les seuls, les Africains, les Noirs d'une manière générale, où qu'ils soient, ils sont les seuls à ne pas honorer leurs ancêtres. Mais les ancêtres d'autrui. Nous appelons Abdoulaye, Pascal. Nous nous appelons Pascal, Françoise, Fatoumata. Mais nos ancêtres ne portent pas ces noms-là. Donc nous n'avons établi aucun contact avec nos ancêtres. Nous avons rompu les contacts nécessaires avec nos ancêtres pour qu'ils nous aident eux aussi. Donc nous sommes des orphelins. Nous n'avons aucune aide venant de l'invisible, venant du monde des ancêtres. Tandis que les autres peuples ont leur aide. Au contraire, nous envoyons des énergies aux ancêtres des autres peuples pour qu'ils aident ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Parce que personne ne va aider ceux qui ne connaissent pas, des descendants qui ne connaissent pas. Les Abdoulaye et les Françoises ne nous connaissent pas. Pour quelle raison ils vont nous aider? Ils vont aider ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Et puis c'est facile à constater, quoi. Nous sommes le seul peuple au monde à genoux. Oui. Le seul. Parce que nous nous sommes coupés de nos racines invisibles. Donc ça, c'est clair. Effectivement, j'avais même relevé quelques statistiques que je voulais porter à votre connaissance pour dire que mais pourquoi malgré tout ça, en Afrique, nous nous trouvons dans cette situation où pratiquement, excusez-moi du peu, c'est le continent le plus arriéré en termes de développement et autres, et même d'épanouissement, je vais dire. Et pourtant le plus riche au monde. Le plus riche, voilà, c'est ce que j'allais dire. Par exemple, j'ai révélé que dans mes recherches, j'ai l'énergie, tout part de l'énergie. Quelle que soit la compréhension qu'on a de l'énergie. Alors, on dit aujourd'hui que le potentiel hydroélectrique de l'Afrique représente 30 à 40% du total mondial. Le potentiel hydroélectrique du continent africain. Sans compter l'immense gisement de ressources d'énergie solaire que nous avons et qui est pratiquement très peu exploité. Oui, qui est inépuisable. Et malgré toutes ces grandes potentialités que nous avons, il est établi que l'Afrique ne consomme que 0,5% des énergies modernes, avec toutes ces potentialités. 0,5%, alors qu'on a pratiquement la potentialité de production énergétique, c'est le continent le plus riche. Oui. Mais malgré tout ça, on a 0%. Ensuite, j'ai découvert que le continent possède 97% du chrome mondial, le chrome. 85% de platine du monde se trouve en Afrique. 70 à 80% de l'or et du diamant, hormis l'Europe de l'Est, du monde se trouve en Afrique. Et la Guinée à elle seule, avec plus de 9 milliards de tonnes de bauxite à haute teneur, alors détient la moitié des réserves de bauxite du monde. Bon, malgré toutes ces potentialités, toutes ces richesses, nous nous trouvons comme ça, dans cette situation-là. Donc c'est dire peut-être parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas fait la connexion qu'il faut avec nos ancêtres pour qu'ils nous renvoient en retour l'énergie indispensable pour notre épanouissement. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Nous-mêmes, nous sommes énergie. Le corps ne compte pas. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, le corps disparaît avec l'ombre. Et disparaissent avec l'ombre son âme et son aura. L'aura, c'est l'ombre projetée par l'âme. Très bien. Disparaît. Il reste seulement une petite étincelle. Cette étincelle-là, c'est Dieu. Donc tout le monde est énergétique et énergie. Tout le monde entier est énergie. Ça va faire l'objet de notre débat dans les jours à venir, dans nos prochains débats. Bon, maintenant, je pense qu'à la lumière de tout ce qui a été dit, qu'est-ce que, en dernier recours, on peut dire pour que progressivement nous cherchions à sortir de cette situation où, avec toutes ces potentialités, je l'ai même dit, la première des richesses d'une communauté ou d'un pays ou d'un continent, ce sont ces hommes. Et aujourd'hui, il est établi que 50% du milliard 100 millions d'Africains ont moins de 14 ans. C'est ce que j'ai vu dans les dernières statistiques. 50%.
le continent a 1,1 milliard d'habitants. C'était les données de 2013. Hein, et c'est 50% de cette population-là a moins de 50 ans, à moins de 14 ans. Mais c'est ce qui fait peur à toutes les autres nations, surtout celles qui nous dominent en ce moment. Mais moi, je propose hein, si vous le pouvez, d'organiser une émission dans laquelle on va parler spécialement des pistes qu'il faut pour s'en sortir. Sommairement, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent dans notre société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que bon, l'éducation a 3 piliers. La famille, la rue et l'école. Non. L'école française n'est pas venue pour éduquer qui que ce soit. L'école française est venue pour une instruction et pour amener toutes les distorsions dans notre culture, dans notre façon d'être. Mais aujourd'hui, nous pensons que cette école-là doit nous éduquer. Elle ne peut pas nous éduquer. Elle en est incapable. Elle n'est même pas faite pour ça. Si nous devons chercher le 3e pilier de notre éducation, il faudrait qu'on aille dans notre spiritualité africaine. Le 3e pilier se trouve là, pas dans l'école française. Elle n'est pas là pour éduquer. Elle est là pour donner une instruction, ce qu'elle fait tant bien que mal, mais ce n'est pas pour éduquer un enfant. Nous avons fait de la première année jusqu'au doctorat. On ne nous a jamais dit, bon, comment il faut se comporter, comment je dois respecter un grand frère. On ne nous a jamais enseigné ça. Donc, où est l'éducation? Il n'y en a pas. Les maîtres n'ont pas pour rôle d'éduquer les enfants. Que les parents l'apprennent et qu'ils s'en convainquent. Les maîtres ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour transmettre un savoir venu d'ailleurs. Qu'ils le transmettent, mais que nos responsables se disent qu'à partir de ce moment-là, nous devons mettre des structures en place pour l'éducation de nos enfants. Non pas pour leur instruction cette fois-ci, mais pour leur éducation. Très bien. Et c'est ce qui nous manque. Très bien. Ainsi s'achève donc ce débat qui a porté sur la valeur des traditions africaines dans le combat de l'homme africain, je voudrais même dire l'homme malien, pour son épanouissement intégral. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.